Bonjour à tous et bienvenue dans le canapé de la rédac de Radio Notre-Dame. Notre invité est producteur et écrivain. En 2008, un livre a fait de lui le catholique anonyme le plus célèbre du PAF, avec son livre qui s'appelle justement Catholique anonyme. Ce livre sera adapté à l'écran sous le nom de Qui a envie d'être aimé. Il est aussi producteur avec son compère Emmanuel Chin, avec lequel il a fondé Elephant Group. Bonjour Thierry Bizot. Bonjour. Alors, en avril dernier, vous avez fêté le 15e anniversaire de la parution de Catholique Anonyme, un gros succès. Vous y racontiez comment, après un conseil de classe, vous étiez rendu un peu en traînant les pieds pour failloter. Ça s'était transformé, je vous cite, en une relation extra-conjugale avec Jésus. Alors, quel regard portez-vous sur ces 15 dernières années, justement ? C'est vrai que j'avais 45 ans quand ça m'est arrivé. J'ai rencontré en fait Jésus. J'étais catholique de tradition. J'étais à la messe toute mon enfance. Mes parents étaient pratiquants, etc. Mais moi, j'avais arrêté d'y aller. Et donc, j'ai fait cette rencontre vraiment un peu par hasard, effectivement, en rencontrant un professeur qui m'avait beaucoup touché en parlant de mon fils, pas du tout en parlant de foi, et qui m'a invité à une catéchèse où j'ai été l'année d'après en souvenir de cette conversation que nous avions eue. J'ai découvert à ce moment-là, en fait, mais très doucement, j'ai pas eu du tout une conversion spectaculaire. Je suis pas un mystique. J'ai pas une épiphanie, comme on dit non, dans le jargon. J'ai pas eu une épiphanie du tout. Je pourrais pas vous dire le 11 novembre, telle date, je suis tombé à genoux, les ruisselants de larmes. Non. Je connais des gens qui y arrivaient d'ailleurs. Ouais. Je les envie parfois, mais moi, ça s'est passé de façon très... J'ai freiné des cas de fer, il faut dire aussi. Donc oui. Ça s'est passé très lentement, très... petit à petit, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça s'est passé, et que j'ai fait alors une découverte, pour moi, spectaculaire, c'est que je pensais que la religion, Dieu, croire, la foi, c'était quelque chose soit d'ordre purement intellectuel, philosophique, théologique, il fallait faire des études très compliquées, c'était quelque chose de l'ordre d'un effort intellectuel pour comprendre ce que c'était que Dieu, soit c'était quelque chose d'ordre moral. Il y a les bons, les méchants. Il n'y a pas à faire, on n'a pas le droit, on peut. Voilà, donc c'est une affaire de morale, de moralité. Et j'ai découvert que la foi, c'était ni une question de morale, ni une question d'intelligence ou de culture. C'était beaucoup plus simple que ça. C'était donné à tout le monde. C'était une histoire d'amour. C'était une rencontre amoureuse. Dans mon cas, c'est Jésus et qui a changé ma vie parce que tout d'un coup, c'est un amour de plus dans mon existence. Ma vie n'a pas changé, mais ça a changé toute ma vie. Voilà, c'est le paradoxe. Alors justement, vous venez de publier votre 9e roman, Thierry Bizot. Il s'appelle « Viens et suis-moi » aux éditions du Seuil. Alors le pitch, c'est Joseph Lepic, un prêtre de 71 ans, un prêtre de Meudon, qui découvre sur le lit de sa chambre à coucher un cadavre, et ce cadavre, c'est le sien. Alors un peu comme dans Ghost, le film, ou même Fantôme avec chauffeur de Gérard Houry, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait il va avoir le loisir d'écouter tout ce qu'on dit de lui, mais aussi de raconter comment le jeune avocat brillant, fiancé avec une jeune femme de la bourgeoisie toulousaine, en fait comment il va tout plaquer, notamment sa fiancée, pour rentrer dans les ordres. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Comment est née cette idée ? En fait, j'avais eu l'idée de faire un roman qui commence par la mort du héros et qui continue à être là et qui assiste à... C'est un peu le fantasme de beaucoup de gens d'assister à ses propres obsèques pour voir ce qu'on va dire de lui. Donc, je voulais démarrer un roman comme ça, mais au départ, c'était pas un prêtre. Et puis ensuite, en discutant, je connais pas mal de prêtres, je me suis dit, finalement, le prêtre, on connaît assez mal. C'est un être à la fois très banal et en même temps très mystérieux. C'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours, qu'on voit, qui fait la messe, qui ceci, qui cela. Et qui a plein d'activités. Et qui en même temps est très solitaire. Un statut très particulier. Et d'ailleurs, souvent, les prêtres sont très solitaires. Bien qu'ils soient très entourés, ils sont très seuls. Et ils ont une relation peut-être la plus forte qui les rend pas seuls, c'est la relation qu'ils ont avec Dieu. Mais néanmoins, dans la vie sociale, finalement, ils sont assez mis à l'écart. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand un prêtre meurt ? Voilà. Et en fait, ce prêtre, il avait trouvé le sens de la vie, le sens de sa vie, peut-être le sens de la vie en général. En faisant la rencontre avec Dieu, il s'est rendu compte, et que Dieu n'était pas une morale, mais que Dieu était l'amour, il s'est rendu compte que le sens de la vie, c'était d'aimer et d'être aimé. Et pourtant, c'est pas si simple. Sur les 24 heures qui nous sont données chaque jour, combien on en passe vraiment à aimer ? Relativement peu par rapport à si c'est notre mission, très peu. Bon. Mais donc lui, il avait trouvé le sens de sa vie, mais là, il ne trouve pas le sens de sa mort. Ouais. Il est très, très étonné d'être mort et un peu furieux. Donc, il s'adresse à Jésus tout au long du livre, comme il a fait tout au long de sa vie d'ailleurs. Moi, j'étais très marqué par une anecdote que racontait le curé d'Ars, qui avait, paraît-il, qui avait eu une définition de la prière magistrale faite par un paysan qui venait tous les jours poser sa fourche à 5 heures en rentrant des champs, s'asseyait dans l'église vide
Et repartait au bout de 5 minutes. Et un jour, le curé d'Ars va le voir et dit, est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous faites? Et le paysan dit, oh, vous pouvez me demander, je prie. Et le curé d'Ars dit, ah d'accord, mais alors est-ce que je peux avoir l'indiscrétion de vous demander comment vous faites pour prier? Et là, le paysan lui a donné une définition de la prière absolument magistrale. Il lui a répondu, je l'avise, il m'avise. C'est un papotage. Je l'avise de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tiens, les impôts m'ont envoyé ça, je suis bien emmerdé, nanana, ma femme ceci, mon fils cela, peu importe. Et si j'arrive à l'écouter, il m'avise. Il va me donner peut-être un petit conseil, il va me donner quelque chose, il va me dire quelque chose. Et donc, il avait trouvé le sens de la vie. Il ne comprend pas le sens de la mort. Et tout au long du livre, assez vite, il va se rendre compte qu'il ne va pas trouver d'explication dans ce que les gens disent de lui. C'est assez limité, finalement. Il va se remémorer quand même beaucoup de choses de sa vie, les grandes histoires d'amour qu'il a pu avoir, d'amitié, d'amour familial, etc. Mais aussi les combats qu'il a pu mener, les confessions qu'il a reçues de ses paroissiens. Quand il se rend compte qu'il est mort... c'est qu'il se dit, mais j'ai vécu 71 ans, je me suis levé tous les matins, je suis devenu prêtre, j'ai fait des études, j'ai confessé des gens, j'ai marié, j'ai enterré, j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses pas bien, j'ai fait du caté pour les enfants. Il dit pas qu'il a fait que des choses bien, c'est pas le problème. J'ai fait toutes ces choses-là, et tout ça, j'ai des souvenirs, voilà, j'ai de l'amour pour les gens encore, et malgré ça, tout ça est gommé biffé d'un trait de crayon par un fonctionnaire céleste. Bon, on a éteint l'interrupteur. Tout ça est fini. À un moment, il voit des amis à lui qui, eux, sont devenus avocats brillants, etc. Et il se dit, eux, vraiment, ils sont dans la vie la plus simpliste et la plus bas de gamme, alors que moi, spirituellement, je suis le meilleur de la modestie. Le problème de l'humilité, c'est que dès qu'on veut être humble, on l'est déjà plus. C'est ça. Puisque vouloir être humble, c'est déjà orgueilleux. Tout à fait. Pareil, d'ailleurs, beaucoup de gens se disent « je suis une merde, je suis pas bien », etc. C'est de l'orgueil. On pourrait dire, c'est de l'humilité, là, ils se jugent très difficile, très, très durement, et sincèrement, hein, c'est pas d'une posture, c'est pas de la faute. Vraiment, je me considère vraiment nul, etc. C'est encore de l'orgueil. Pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai une idée tellement haute de moi-même que comme je n'y arrive pas à cette idée, je me trouve une merde. Mais je ne devrais pas avoir une idée aussi haute de moi-même au départ. Donc c'est encore une forme d'orgueil. Oui, un peu comme ce prêtre qui disait que finalement être à l'image de Dieu, c'est être en face d'un miroir. Si on est trop en dessous, on ne peut pas se voir, et au-dessus non plus. Voilà. C'est un peu comme ça finalement. Voilà, exactement. Et en fait, l'humilité, elle ne vient jamais d'un désir d'humilité, elle vient d'une humiliation. Malheureusement. Il faut tomber sur sa peau de banane et tomber par terre, et être ridicule et être humilié pour tout d'un coup prendre une leçon d'humilité qui vous apporte beaucoup d'ailleurs. Hein, Et justement, votre rapport avec la mort, c'est quoi? Je pense à la mort tout le temps. En plus, cette année, j'ai eu 60 ans. Donc, 60 ans, je sais pas, ça a été un cap pour moi. Comme si j'étais arrivé en haut d'une espèce de colline. J'avais passé 60 premières années, c'est-à-dire toute ma vie à monter sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, en le sachant intellectuellement, mais sans l'avoir vu. Et depuis que j'ai 60 ans, j'ai l'impression d'être en haut de la colline et de voir la descente. Non pas une descente angoissante, mais quand même une descente. Bon. Et c'est un peu un vertige que de changer de perspective. Mais même avant ça, je pensais à la mort tout le temps. Alors pour l'instant, comme j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite, je ne suis pas trop angoissé. Mais ça me fait peur. Évidemment que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est un inconnu, qu'on ne sait pas. Et j'ai beau avoir Jésus dans ma vie. La vie est faite de joie, mais elle est faite aussi de souffrance, elle est faite de peur, et elle est faite de conquête, elle est faite de tout ça, et il faut prendre tout ce qui vient comme il vient. Alors, on va parler maintenant de votre métier de producteur. Vous avez produit avec Emmanuel Chin des programmes de flux. Bon, pour expliquer, c'est tout ce qui est les émissions, pour se faire simple. Le flux, c'est tout ce qui n'est pas rediffusable. Tout ce qui n'est pas rediffusable. Voilà. Le JT, par exemple, c'est du flux, les jeux, les magazines, etc. Parmi lesquels, donc, il y a 7 à 8, les rencontres du papotin dont nous avons parlé ici. Vous avez fait aussi de la fiction. Est-ce que vous trouvez que les chaînes de télévision sont frileuses pour diffuser des programmes originaux aujourd'hui en 2023 ? Rien n'a changé sous le soleil, comme disait l'Ecclésiaste. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les télévisions, qui sont loin d'être mortes d'ailleurs, les télévisions, leur métier, c'est de rassembler le plus grand nombre de gens en même temps. C'est d'ailleurs leur force, c'est cette puissance de communion. Créer un rendez-vous. Créer des rendez-vous. C'est une des choses qui les distingue des plateformes, qui les rend fortes. C'est que les plateformes, les réseaux sociaux, tout ça, les algorithmes vous envoient des programmes qui sont faits exactement pour vous sur mesure, et c'est formidable. Mais vous avez à la fois besoin, en tant que spectateur et en tant qu'être humain, de vous considérer vous-même et vos besoins personnels,
Et en même temps, vous avez besoin de reconnaître que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Ce que je veux dire, c'est que on a à la fois besoin de ce côté individualiste, que notre individualité soit reconnue, et on a besoin que notre individualité soit engloutie dans la masse humaine dont on fait partie aussi. Bon. Et la télévision, elle apporte ça. Donc les plateformes vous proposent des programmes, l'algorithme vous connaît, vous propose des programmes faits sur mesure, vous pouvez regarder seul et qui vont vous plaire, a priori. La télévision vous propose de faire partie d'une communion. Et alors, on le comprend très bien quand c'est la finale de la Coupe du Monde, ou le débat d'entre-deux tours. Là, tout le monde veut se réunit pour voir sur une chaîne de télévision un événement qui nous réunit. Mais c'est vrai pour La Grande Vadrouille ou Titanic, qui repasse sur une chaîne de télévision à 20h30, et que vous avez vu. Vous avez le DVD chez vous. Vous pouvez le voir en SVOD quand vous voulez, mais vous le regardez quand même quand ça passe, et ça fait 7, 8, 9 millions de gens. Parce qu'on en parlera à la machine à café le lendemain. Voilà, parce que vous le voyez, de le voir en même temps que les autres, même si vous êtes seul dans votre salon, mais vous le voyez en même temps que les autres, c'est pas pareil que de le voir seul dans votre coin. Et ça, c'est la force de la télévision, c'est la communion. Donc comme la télévision doit rassembler, et elle doit rassembler large, parce que vous voyez, on parle d'audience tous les jours. On dit TF1 a fait 5, 6, 7 millions, France 2 a fait 4 millions. C'est énormément de monde. Donc quand vous devez rassembler, vous avez toujours peur de faire quelque chose de trop particulier, trop original, trop difficile à comprendre. Alors c'est vrai que parfois les chaînes manquent un peu de courage parce qu'elles se disent c'est plus facile de remettre un film qui a très bien marché ou de prendre un format qui a déjà marché ailleurs que d'en créer un. C'est vrai, c'est plus facile. Et les enjeux économiques sont importants pour les chaînes. Chaque soirée coûte beaucoup d'argent. Mais pour vous, ça demande encore plus de... Donc ça demande beaucoup... Nous, producteurs, on trouve les idées, on les vend à la chaîne, ensuite on les fabrique et on les promeut. Par exemple, les Rencontres du Papotin, c'est typiquement un programme très courageux de la part de France 2 de l'avoir pris, et non seulement de l'avoir pris, mais de ne pas l'avoir mis à minuit et demi ou à 6h du matin, mais de l'avoir mis à 20h30 dans un carrefour d'audience énorme. Et de mettre un programme très original et qui demande un effort, mais ils ont pris ce pari-là, et c'est un pari gagnant. Parce que en plus, il y a des gens qui ont joué le jeu, on pense à Camille Cotin, au président de la République, bien sûr, qui ont accepté de jouer le jeu. Alors, ils ont joué le jeu, mais indépendamment de ça, France 2 a eu le courage de mettre ce programme à 20h30, de façon c'est le carrefour le plus exposé de la journée, et ça marche très bien en audience, donc ils sont récompensés de leur... Mais ça leur apporte surtout en images. Les gens leur sont reconnaissants de, pour une fois, voir quelque chose de différent, d'exigeant. Mais parce que le public, en fait, il est intelligent et le public aime être grandi. Voilà. Nous, vous savez, à Éléphant, notre devise, c'est des récits qui font grandir. L'idée, c'est de se dire, voilà, on peut faire... Il y a deux types de récits. Il y a les récits qui ne font que distraire, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a les récits qui font grandir, c'est-à-dire qui contiennent d'une façon ou d'une autre une vérité qui fait que vous comprenez quelque chose en le voyant, vous agrandissez votre point de vue, et vous êtes reconnaissant d'ailleurs au programme qui vous a fait grandir. Vous en avez tous à en souvenir, une chanson, un roman, un film, peu importe, qui tout d'un coup vous a fait comprendre quelque chose d'important dans votre vie. Parce que c'était une épiphanie, là, pour le coup, même si elle est petite, c'est une épiphanie. C'est ça. Vous n'êtes plus le même. C'est une révélation. C'est quelque chose qui fait qu'avant et après, vous n'êtes plus tout à fait le même. Vous avez un peu grandi. Et nous, on essaye de faire des récits qui font grandir. Quand vous regardez les Rencontres du Papotin, vous avez cette... spontanéité. En fait, c'est des personnes qui souffrent de troubles autistiques, pour expliquer ceux qui n'ont peut-être pas encore vu les épisodes, et qui interrogent des personnalités de manière décomplexée, spontanée. Voilà. Alors, il y a eu Camille Cotin, la comédienne, génialissime. Il y a eu Gilles Lelouch. Il y a eu Emmanuel Macron. Avec des questions, genre pourquoi... Il y a eu Virginie Efira. L'enjeu d'un producteur, c'est de comprendre l'air du temps, pour en fait savoir, ne pas oublier ce qui s'est passé, mais comprendre ce qui se passe, d'être dans le temps présent pour comprendre ce qui se passe et en même temps voir un peu devant. Nos clients, c'est-à-dire les chaînes de télévision ou les plateformes, se concentrent sur elles-mêmes, c'est-à-dire sur leur public. C'est un énorme travail. Et donc, elles sont un peu parfois enfermées en elles-mêmes. Et nous, notre métier de producteur, on n'est pas plus géniaux qu'eux. Simplement, on est dans l'air du temps, on est dehors. Et donc, on leur dit, tiens, il se passe ça en ce moment. Et on leur apporte des choses qui sont dans l'air du temps et qui vont correspondre à ce que leur public vit en même temps. Voilà. Tout a déjà été fait en matière de spectacle. Vous savez, c'est comme... Si vous me diriez, tiens, j'ai envie d'écrire un roman d'amour, je pourrais vous dire, vous emmerdez pas, Shakespeare a fait Roméo et Juliette, vous ne pouvez pas mieux, laissez tomber. Ça, Mais non, écrivez le Roméo et Juliette d'aujourd'hui. Et il sera forcément différent, il apportera quelque chose. Vous n'aurez peut-être pas le talent de Shakespeare, ou vous aurez le talent de Shakespeare, peu importe, mais quoi qu'il arrive, ça vaut le coup d'essayer, parce qu'en fait...
tous les fondamentaux ont été faits, tout, l'info, les documentaires, les jeu, jeux, la les fiction, divertissements, les fictions, tout a été... Même les réseaux sociaux aujourd'hui qui réinventent sur Twitch des émissions, en fait, ils réinventent la télévision, C'est vrai. tout se réinvente, mais le fait de le faire dans une forme différente le rend intéressant. Parce qu'effectivement, sinon... les romans d'amour, les romans de vengeance, les romans policiers, tout a été fait, tout a été écrit. C'est pas la peine de se fatiguer dans ce cas-là. Alors justement, vous avez produit de la fiction à la télé. Alors on se rappelle de qui fait pas ci, fait pas ça avec Anja Ferry. Et puis vous avez raconté votre parcours du combattant pour produire Qui a envie d'être aimé dans votre livre Sauf miracle, bien sûr. Et est-ce que c'est toujours aussi compliqué quand on est producteur de télé? Et on peut le dire, vous avez quand même du succès dans vos propositions, dans vos programmes, de passer au cinéma. On a l'habitude de dire qu'il y a plus en plus de passerelles entre le cinéma et la télévision, parce que par commodité, certains producteurs de cinéma, comme il y a eu avec le Covid, le cinéma s'est écroulé pendant 2-3 ans. Les producteurs de cinéma ont voulu faire de la télévision. Ils se sont d'ailleurs rendus compte que c'était beaucoup plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. Ils pensaient que c'était Parce que facile. c'est plus court et il faut... Parce que il y a moins de liberté, on a un client, et derrière le client, on a un public. Donc ça demande une discipline qui est très différente. Voilà. Donc faire un film au cinéma et faire un film à la télé, ça a des difficultés différentes. Voilà. Et nous, en faisant de la télé passer au cinéma, c'est normal qu'on ait connu des difficultés parce qu'on ne connaissait pas ce métier, qui est un métier différent d'une autre. C'est pas du tout pareil de faire un film qui va sortir en salle. C'est pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes contraintes. Il n'y a pas les mêmes contraintes financières, il n'y a pas les mêmes contraintes éditoriales. Il y a des contraintes éditoriales extrêmement élevées à la télévision. Voilà, la télévision, souvent les gens ont tendance à décrire la télévision comme étant un truc vraiment de bas de gamme. En réalité, la qualité de la télévision, il y a de tout évidemment. Il y a un petit snobisme parfois de la part du cinéma. Bien sûr, il y a un gros snobisme, gros snobisme. Si vous voulez, la télévision est le média populaire dans son essence depuis toujours. C'est très mystérieux d'ailleurs, parce qu'au départ, la télé... généralement, les innovations technologiques, l'ordinateur portable, le téléphone portable, c'est cher au début, donc c'est l'élite qui s'en empare. Puis quand ça devient vraiment une invention utile, ça se démocratise et finalement tout le monde finit par... La télévision, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était cher au départ, c'était un objet qui valait un SMIC, mais c'est les classes les plus populaires qui se sont emparées de la télévision tout de suite. Et encore aujourd'hui, vous avez dans des gens qui gagnent très très peu d'argent, ils ont un écran de 2 mètres chez eux, alors que dans les bourgeois du 16e arrondissement, ils ont encore un vieux téléviseur. Ils n'ont pas de télé ou un vieux téléviseur. Bon. Donc la télévision, c'est un moyen culturel extrêmement populaire, contrairement à la littérature. Le cinéma, c'est élitiste, parce que 15 € pour une heure et demie, le théâtre, 50 € pour une heure et demie, c'est élitiste financièrement déjà. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller au cinéma comme ça. De même que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir Netflix, 15 € par mois. Il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre, beaucoup. Donc la télévision est gratuite, elle est partout et elle est populaire. Thierry Bizot, on va passer à l'avant-dernière séquence de ce petit plateau, c'est la photoscopie. Le principe est simple, on vous montre des photos et charge à vous de nous dire ce que ça vous évoque. La première, la voici. Le Duomo, Milan. Milan, c'est le souvenir d'enfance. C'est ma ville de naissance. Bah oui, ça, le Duomo, c'est vraiment... c'est pas forcément d'ailleurs le monument que je préfère. Je suis né à Milan et je me sens tout aussi italien que français, même si j'ai toujours eu la nationalité française, j'ai jamais eu la nationalité italienne, mais je suis né là-bas et ça crée des liens. Et j'y retourne très souvent. Et voilà, Milan, c'est beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup d'émotions, on sent quand vous parlez d'Italie. Ah bah oui, l'Italie, oui. Allez, une photo, peut-être un hommage pour ce monsieur. Ah bah oui, alors ça, Jean-Jacques Sampé, qui est mort cette année. Vous avez un lien fort avec lui d'ailleurs. J'ai un lien très fort parce que alors là aussi Sampé, mes parents aimaient beaucoup Sampé, donc on a toujours eu des livres de Sampé dans mon enfance. Donc j'ai lu les Marcelin Cailloux et tous ces livres extraordinaires, ces dessins formidables. Après, j'ai plus jamais arrêté de fréquenter les galeries où il y avait Sampé. Voilà, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a fait l'affiche du film Qui a envie d'être aimé. Et j'étais très triste qu'il meure. Pour moi, c'était un type tout à fait génial. À la fois très drôle, parce que c'est des dessins humoristiques, et en même temps extrêmement poétique. On est obligé d'en parler. Cette photo que voici. Effectivement, à David Bowie, il est mort, c'était en janvier.
Il allait avoir 70 ans. Il n'a pas eu 70 ans parce qu'il est mort juste avant son anniversaire. Et ma femme, j'étais en train de me raser, ma femme a dit David Bowie est mort. J'ai pleuré toute la matinée. Hein. Ouais. Tellement, David Bowie, ça a été là une épiphanie pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, quand j'avais 17 ans, je crois, j'avais pas beaucoup d'argent de poche, etc., je suis allé au bon marché, je me rappelle, pour quoi faire. Et il y avait Ziggy Stardust qui passait. Je suis tombé en admiration, j'ai acheté le disque. En 33 tours. Comme dans Starmania, finalement. Voilà, exactement, comme le héros de Starmania. Et je suis rentré chez moi, j'ai écouté Ziggy Stardust, tout l'album, et je suis tombé mais en amour de cette musique. Et j'ai pris toutes mes économies et j'ai été acheter tous les disques au fur et à mesure de David Bowie. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté d'écouter la musique de David Bowie. D'ailleurs, Et d'aller le voir en concert, d'ailleurs. J'étais le voir en concert plein de fois. 4e photo, est-ce que ça vous angoisse beaucoup? Médiamétrie, bah écoutez... Alors là, on voit, c'est l'outil qu'utilise le boîtier, Médiamétrie. Voilà, le boîtier qui ont un panel de Français pour en fait voir comment... C'est comme ça qu'on calcule les audiences. Notamment. Exactement. C'est 3000 foyers français qui sont branchés à la télévision et qui donnent les audiences tous les matins. Donc tous les matins à 9h15, on sait quelle audience on a fait la veille. Et ça vous angoisse? Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? C'est pas que ça nous angoisse, Nous sommes dans l'industrie du spectacle. La télévision est un spectacle. Alors, quand vous allez au théâtre ou au cinéma, vous voyez si la salle est pleine ou elle est vide. Quand vous allez au théâtre ou au concert et que la salle est à moitié vide, c'est très gênant, en fait. Pour l'artiste, vous dites, oh là là, le pauvre. Et pour vous aussi, je sais pas, il y a quelque chose de... Quand c'est plein, au contraire... Comme une salle de caté avec 5 profs et 4 personnes, comme c'est votre cas dans Catholic Academy. Alors que quand une salle est pleine... Ça fait plaisir, on est content de participer, on a l'impression de participer à quelque chose. Donc le spectacle demande à un public. Alors il vaut mieux être dans une petite salle de 2000 places pleine qu'au Stade de France avec 10 000. C'est ça. Donc c'est un travail collectif énorme qui se consume en 1h30. Et le lendemain, vous avez le résultat, les gens étaient là ou ils n'étaient pas là. Voilà. Et parfois, des choses... très bien marche pas et des choses pas bien marchent, c'est pas le problème. Ça, c'est un grand succès que vous avez produit, Aka, notamment Eric Cantona, qui lui aussi a une reconversion finalement de footballeur à acteur. Ouais, bien sûr. Il a fait vous pensez justement qu'il faut arrêter, souvent en France on a tendance à étiqueter les personnes ou à les mettre un peu dans des... on va dire dans des catégories. S'il fait du théâtre, il ne peut pas faire de cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Et comment expliquez-vous le succès de Aka? Deuxième question. Je pense que le succès de Aka est dû au fait que c'est un film, alors là, très, très, très distrayant. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film d'action qui commence et vous êtes happé par le scénario, vous allez jusqu'au bout. Donc voilà, je me souviens d'un comique qui me disait, moi, si pendant 2 heures, je vous fais oublier vos impôts, vos soucis de santé, vos machins, je vous fais rigoler pendant 2 heures, j'ai fait mon boulot. Et il avait raison, c'est déjà très noble de réussir à distraire les gens pendant 2 heures de leurs soucis. Ce genre de film a tout à fait cette mission-là. C'est-à-dire que pendant 1h30, vous êtes 2 heures, c'est-à-dire vous êtes... je crois que c'est le premier film français au monde qui a fait le plus gros succès sur Netflix. Je crois que c'est 30 millions d'heures. 80 millions d'heures. 80 millions maintenant. Donc c'est de l'action très très bien ficelée du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est un peu ce que pouvaient être autrefois les westerns. Voilà, il y a toujours eu un genre pour ce genre de film, ou Mad Max, ou ce genre de trucs-là. Et pour répondre à votre deuxième question, ou la première, sur le fait qu'on change de rôle, etc., bon, je pense que ça bouge, ça bouge beaucoup. Les chaînes de télé utilisent des gens pour présenter leurs émissions qui ne sont pas forcément des présentateurs au départ. M6 a pris Ginola à une époque pour Incroyable Talent. Éric Antoine qui est magicien, qui maintenant présente des émissions. Donc ça bouge. Et c'est très bien. Et vous avez écrit un très beau roman, Le 9e, Viens et suis-moi aux éditions du Seuil. Il y a une dernière chose qu'on vous demande, vous allez regarder votre caméra, en même temps il n'y en a qu'une, et vous allez inviter quelqu'un de votre choix à venir au canapé de la rédac. Vous devriez inviter Éric Emmanuel Schmitt. Ah, on l'a déjà reçu. Ah, évidemment. Écoutez, qui vous pouvez inviter? Vous pouvez inviter André Comte-Sponville, qui a écrit un beau bouquin aussi récemment, de chronique, et qui est quelqu'un de très intéressant. Un acteur ou un producteur, ou un Emmanuel Champ, par exemple?
Bon, Emmanuel Chin, vous pouvez l'inviter, bien Bah, sûr. invitez-le à venir sur le canapé de la rédac. Ouais, Emmanuel, tu peux venir quand tu veux sur le canapé de la rédac. Bah, De Radio Notre-Dame. Merci beaucoup Thierry Bizot. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu avec ces photos. Et puis on vous dit à très bientôt sur le canapé de la rédac. Et je remercie Emiliono qui a bien réalisé cette émission. À bientôt. Merci.